Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler zoonose, pandémie et carnisme. Commençons avec une petite devinette. Quel est le point commun entre le coronavirus, le sida, le virus Ebola, les différentes grippes dont les tristement célèbres H5N1 ou H1N1 par exemple, la maladie de la vache folle, la salmonelle, la bactérie E. coli? Eh bien toutes ces maladies mortelles et hautement infectieuses ont été à l'origine transmises à l'être humain par des animaux non humains via généralement la consommation de leur chair ou leur sécrétion, vraiment dans l'écrasante majorité des cas, qu'il s'agisse d'animaux d'élevage ou d'animaux sauvages. Ce sont des zoonoses. Voilà la définition de ce mot. Des maladies et infections dont les agents se transmettent naturellement des animaux vertébrés à l'être humain et vice-versa. Toutefois, il est vrai que pour certaines maladies comme le sida, la contamination n'est désormais qu'humaine, bien qu'elle ait été à l'origine transmise par des singes chassés par des hommes pour être mangés. L'OMS est très claire et explicite à ce sujet dans son rapport de 2004 sur les maladies zoonotiques. Je cite « En vérité, plus des 3/4 des maladies humaines qui sont nouvelles, émergentes ou réémergentes, qui réapparaissent au début du XXIe siècle sont causées par des pathogènes provenant d'animaux ou de produits animaux. » Comme nous l'apprend cette analyse officielle du ministère de l'Agriculture français, publiée en 2014, les maladies infectieuses, qui sont aussi anciennes que l'humanité semble-t-il, tuent 14 millions de personnes par an. Et ce qu'il faut retenir, c'est que, je cite, 60% des 1400 pathogènes humains sont d'origine animale et 75% des maladies émergentes peuvent contaminer l'homme. Très peu de gens, par exemple, savent que la grippe et toutes ces mutations, ces évolutions, sont apparues chez l'être humain avec la domestication des oiseaux et notamment des canards qui sont par ailleurs les chevaux de Troie du virus de la grippe à l'état sauvage. N'oublions pas d'ailleurs que la grippe a marqué au fer rouge l'histoire de l'humanité. Les épisodes les plus marquants d'ailleurs de notre histoire récente en ce qui concerne la grippe sont par exemple l'encéphalopathie spongiforme bovine, ESB, apparue dans les années 1980 au Royaume-Uni, qui a conduit à 2 crises majeures en 1996 et en 2001. La grippe aviaire H5N1, apparue en France en 2006, puis la grippe mexicaine H1N1 d'origine porcine en 2009. Et pour celles et ceux qui penseraient qu'il ne s'agit là que de petites grippes inoffensives, voici un tableau indiquant les nombres de personnes infectées et décédées lors de chaque phénomène pandémique de mutation du virus. 1 million de morts pour la grippe russe de 1980, entre 20 et 100 millions de morts pour la grippe espagnole, la plus létale de l'histoire de 1918, aussi connue sous le nom de H1N1. Plus d'1 million de morts pour la grippe asiatique de 57, H2N1. Près d'1 million de morts pour la grippe de Hong Kong de 68, H3N2. Plusieurs centaines de milliers de morts pour la grippe mexicaine de 2009 et chaque année entre 300 et 600 000 morts pour la grippe saisonnière, bien que celle-ci ne soit pas pandémique. La grippe aviaire, d'ailleurs, aussi appelée peste aviaire, a créé plusieurs situations d'alerte mondiale dans les années 1990 avec l'émergence de nouvelles mutations du virus de la grippe qui se transmettaient à une vitesse hallucinante au sein des populations de poulets ou de dindes d'élevage. Et il a été démontré, comme l'indique ici l'OMS, que ce virus était capable de muter non seulement au sein d'hôtes tels que les cochons, mais aussi des hôtes humains eux-mêmes. Donc pas très rassurant tout ça, bien entendu, et ce n'est que le début. C'est un fait, et je vais citer une fois de plus le rapport de l'OMS. Ces dernières décennies, il semble se produire une augmentation d'émergence ou réapparition de nouvelles menaces de virus chez les humains et autres animaux à échelle mondiale. Et cela est largement dû aux méthodes intensives d'élevage, qui non seulement concentrent aujourd'hui la majorité écrasante des animaux concernés par l'élevage dans le monde entier, 80% en France par exemple, mais de surcroît sont déployés dans l'intégralité des pays développés et moyennement développés, que ce soit en Amérique, en Europe ou encore en Asie. En effet, l'une des principales thématiques à analyser et considérer en tant que risque majeur d'émergence de pandémies zoonotiques, je cite, est la production croissante de produits carnés dans les régions où la demande en protéines animales croît de manière exponentielle. Et notamment, et je continue de citer ce rapport, la production intensive de volailles et de porcs afin d'assurer la demande locale en viande et en œufs, qui en Asie, en l'occurrence, et en raison de différents facteurs démographiques, géographiques et économiques, conduit à une incidence de risque sanitaire plus élevée qu'en Europe ou en Amérique à l'heure actuelle. L'émergence du nouveau coronavirus originaire de Chine en est effectivement la preuve. L'OMS a publié très récemment ce rapport consacré exclusivement au Covid-19, le coronavirus qui sévit actuellement, et on y apprend que la chauve-souris en était le réservoir, c'est-à-dire l'hôte originel dont le virus dépendait pour survivre et se multiplier. Et l'on soupçonne fortement aujourd'hui que le pangolin, cet animal extrêmement mignon, aurait été l'intermédiaire par lequel le virus aurait été transmis à l'être humain, même si cela n'a pas vraiment été confirmé à l'heure actuelle, il me semble.
Pourtant, on parle des coronavirus, de leur capacité à muter après transmission par animaux réservoirs comme les chauves-souris depuis plus d'une décennie. Et le dossier du ministère de l'Agriculture en faisait déjà état justement en 2014. Le syndrome respiratoire aigu sévère, SRAS, qui a touché l'Extrême-Orient en 2002 et 2003, et bien cette infection qui avait pour réservoir d'origine des chauves-souris a été transmise à l'être humain via la consommation de civettes et l'adaptation d'un coronavirus. Et s'il existe donc un consensus aujourd'hui parmi les experts qui pointent effectivement du doigt les marchés d'animaux sauvages et exotiques en tant que point de départ de ce coronavirus, celui qui sévit actuellement, et qui aujourd'hui a provoqué la mort de milliers de personnes à travers le monde, et des pénuries aussi de PQ d'ailleurs à travers le monde, et ça en revanche aucun expert ne semble parvenir à l'expliquer, puisque la diarrhée qui est aussi un des symptômes, il est vrai, de ce virus ne concerne pourtant que 3,7% des cas diagnostiqués, nous dit l'OMS. Il est clair que c'est notre carnisme, notre appétence parfaitement non nécessaire mais quasi religieuse et aveugle pour la chair animale qui continuera sans équivoque de semer de manière pandémique la maladie, la mort, ainsi que la terreur et l'inquiétude qui les accompagnent. Pour aussi longtemps que le monde ne sera pas vegan. Et cette phrase d'ailleurs que je m'apprête à citer est particulièrement édifiante et frappante. Les épidémies, je cite, et l'émergence des zoonoses sont largement le produit de l'activité humaine et de fait parfaitement imputables à nos propres choix. La bonne nouvelle, c'est que nous avons le choix de ne pas manger les animaux, ni leurs sécrétions, ni rien de ce qu'ils produisent pour être en bonne santé. C'est pas beau ça? Maintenant, si, bien entendu, arrêter d'exploiter, utiliser et manger les animaux devrait être une priorité en raison des problèmes monumentaux d'éthique et de morale que cela pose vis-à-vis de ces animaux sensibles, l'on pourrait également avancer avec certitude que, selon un raisonnement très logique et très simple, qu'il relève en vérité de la responsabilité morale de toute personne prétendant se soucier de la cause humaine de devenir également végane. Puisque par exemple, comme on peut lire sur le dossier du ministère de l'Agriculture encore une fois, que si entre 1940 et 2004, 350 nouvelles maladies sont apparues, et bien selon une récente étude scientifique, plus de 320 000 nouveaux virus pourraient être encore découverts chez les mammifères, hors prise en compte des virus aviaires. Et d'ailleurs, les risques ne sont pas uniquement sanitaires en ce qui concerne l'espèce humaine, puisque la récurrence de zoonoses insuffisamment maîtrisées conduirait a priori à des tensions de plus en plus fortes entre les États et au sein des États, entre les différents acteurs en somme. Cela pourrait aller jusqu'à une crise des instances internationales qui ne pourraient plus gérer des rapports de force, Chine, États-Unis, Europe par exemple, ainsi aiguisés et déséquilibrés. Cela bien entendu en plus des décès liés aux pandémies, des répercussions sur tous les types de commerce de type artisanat, indépendant et aux petites et moyennes entreprises pour qui la situation sera d'autant plus fragilisée à chaque nouvelle pandémie. Donc je vous laisse imaginer le bordel que ça pourrait devenir si un tel scénario se produisait. Encore une fois, il y a pourtant une solution très simple, arrêter de manger des animaux. Et j'ai bien à cœur de préciser qu'il serait idiot, hypocrite et illogique de notre part de pointer la Chine du doigt pour l'épisode en cours du coronavirus et de condamner leur appétit pour des animaux tels que les pangolins, les animaux sauvages, les reptiles, les tortues, etc. Quand nous-mêmes, pays occidentaux, gavons nos propres animaux d'élevage intensifs de divers médicaments destinés justement à prévenir les zoonoses et notamment d'antibiotiques. Il est reconnu aujourd'hui que 80% des antibiotiques vendus aux États-Unis, par exemple, sont destinés aux animaux d'élevage. Et en ce qui concerne la France, eh bien voici en tout cas ce que nous dit le ministère de l'Agriculture sur leur usage. Les antibiotiques sont utilisés pour soigner les animaux malades. Comme tout être vivant, les animaux sont sujets à des maladies qu'il est nécessaire de prévenir ou de traiter. Dès lors qu'un animal est sujet à une infection bactérienne, il doit recevoir un antibiotique, car seuls les animaux sains peuvent fournir des denrées alimentaires sans risque pour la santé du consommateur. Bien entendu. Par ailleurs, l'éthique impose de prendre en charge un animal malade pour son bien-être. Alors, je signale au passage que l'éthique imposerait logiquement de ne pas les exploiter ni les tuer en premier lieu. Enfin bon. On les utilise aussi à titre préventif. La plupart des animaux de production ou de rente sont élevés en groupe. Ça, c'est pas vraiment une surprise. Encore une fois, 80% des animaux d'élevage en France sont dans des élevages intensifs. Lorsque les mesures sanitaires se sont montrées insuffisantes et lorsqu'il existe un risque d'infection élevé, les antibiotiques sont utilisés de manière préventive pour éviter l'atteinte des animaux. Et enfin, dernier point, on les utilise aussi à titre métaphylactique. De même, lorsqu'une bactérie responsable d'une maladie grave qui peut se propager rapidement au sein de l'élevage est détectée, le vétérinaire, je cite, peut être amené à traiter l'ensemble du groupe dès qu'un petit nombre d'animaux est malade. Et cela sans attendre bien sûr que tous les animaux manifestent les symptômes. Donc c'est grâce à l'usage de ces produits très clairement que nous sommes capables aujourd'hui de prévenir de nombreux scandales sanitaires chez nous, en France, dans les pays occidentaux, etc.
Sauf que conclure ici serait ausculter un problème majeur, l'antibiorésistance. Définition et explication, encore une fois, du ministère de cette antibiorésistance. Je cite, « L'apparition de l'antibiorésistance est un phénomène naturel de défense des bactéries vis-à-vis de l'action exercée par l'antibiotique qui est là pour détruire ou arrêter la multiplication de la bactérie. Certaines bactéries auparavant sensibles à l'antibiotique ne sont plus détruites ou leur multiplication n'est plus arrêtée. Seulement voilà, c'est la bactérie qui devient résistante et non pas l'homme ou l'animal. Donc à partir de là, le développement de la résistance aux antibiotiques est devenu une préoccupation majeure en termes de santé humaine et animale, car il réduit les possibilités de traitement en cas d'infection, ce qui n'est pas rien. Or, il s'avère qu'en 2018, après une tendance d'usage à la baisse depuis 2011 en France, nous avons connu une nouvelle augmentation inédite de 0,7%. Je cite, « Les hauts de la consommation pour les bovins et les lapins sont mineurs, certes, mais c'est un premier signal d'alerte », a commenté Jean-Pierre Auran, directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire. A noter que les lapins, les volailles, les porcs et les veaux de boucherie sont les espèces les plus exposées aux antibiotiques en France. Logique, puisqu'en France, 99% des lapins sont confinés dans des élevages intensifs, même chose pour 95% des cochons ou encore plus de 80% des poules. Quant aux veaux, ils sont séparés de leur maman à la naissance, donc incapables de boire le lait qui leur est naturellement destiné et permettrait de renforcer leur système immunitaire. C'est pourquoi, bien évidemment, on use également d'antibiotiques sur eux. En somme, ce ne sont que des enfants fragiles, il faut bien les garder en vie pendant quelques semaines afin qu'ils grandissent un minimum, ces veaux, avant bien sûr de les égorger à l'abattoir et de vendre des différentes parties de leur anatomie et de leur corps à celles et ceux qui aiment les manger. À l'échelle européenne, on retiendra en tout cas que si la vente d'antibiotiques destinés aux animaux d'élevage est globalement plus basse qu'elle ne l'était il y a une décennie, eh bien l'organisme officiel dédié à l'étude de la vente et à l'utilisation d'antimicrobiens sur les animaux non humains en Europe stipule dans ses dernières analyses que, je cite, parmi les 30 pays européens, les ventes en milligrammes d'ingrédients actifs par unité de correction de population de formes pharmaceutiques dédiées au traitement de groupes entiers d'animaux constituaient 90% des ventes totales. En clair, on traite activement les groupes d'animaux confinés afin de prévenir la percée de zoonoses et la survenue de scandales sanitaires chez nous, au risque de provoquer pourtant en conséquence des crises majeures d'antibiorésistance au sein des populations humaines dans les décennies à venir, tout simplement. À l'heure actuelle d'ailleurs, voici les chiffres plutôt alarmants officiels concernant la biorésistance en Europe. Je cite, donc selon the European Medicines Agency et the European Center for Disease Prevention and Control, les conséquences liées au développement de résistance aux antibiotiques chez l'homme sont estimées, en termes de santé publique déjà, à 25 000 morts par an, suite à une infection due à l'une des 5 bactéries multirésistantes les plus fréquentes. Et en termes économiques, à 1,5 milliard d'euros de coûts médicaux directs, maladies et décès, et indirects, développement d'infections associées, ainsi que de pertes de productivité. Le coronavirus actuel nous a pris par surprise, mais je ne suis absolument pas dupe, aucune leçon ne sera réellement apprise après cela. Tout ce que l'on retiendra de cet épisode pandémique, ce n'est pas que notre appétit pour la chair des animaux finit toujours par nous exploser à la gueule, non seulement d'un point de vue sanitaire, mais aussi d'un point de vue environnemental et réchauffement climatique, plus les maladies cardiovasculaires, les cancers, les diabètes de type 2, etc., etc. Il ne sera nullement question, j'en suis certain, de remettre notre système alimentaire et notre sécurité alimentaire globale en question en ce qui concerne une diminution drastique, voire totale et absolue des produits d'origine carnée. Non, en effet, je pense que les gouvernements et les médias rejetteront la faute sur les Chinois, la consommation d'animaux sauvages, les marchés d'animaux exotiques, et ne diront rien sur la consommation de produits carnés et d'animaux en général. Car après tout, il n'y a qu'à les gaver d'antibiotiques, ou au pire exterminer des troupeaux entiers du jour au lendemain en cas de suspicion. N'oublions pas que les animaux non humains ont comme nous la capacité à ressentir des émotions et à percevoir et expérimenter la vie de manière subjective. Les vaches, les cochons, les poules ou encore les poissons tiennent autant à leur vie que nos chiens et nos chats à la leur ou que nous à la nôtre, tout simplement. Eh bien, je pense qu'il est de notre responsabilité vis-à-vis du reste de l'espèce humaine, justement, de mettre un terme à toutes les pratiques d'élevage terrestre et aquatique, afin justement de prévenir l'émergence de nouvelles zoonoses et la propagation de virus létals comme les grippes auxquelles on a pu faire face. Si vous prétendez que la cause humaine est prioritaire sur la cause animale, ce à quoi je ne crois pas du tout, eh bien, vous devriez en tous les cas aligner votre parole et vos convictions à vos actions, comme le font les véganes. Le temps est compté pour tous les animaux, humains et non humains de cette planète.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à laisser un petit commentaire et un petit pouce vers le haut afin qu'elle touche le plus de monde possible. Je te dis à très bientôt. Ciao.